Je m'appelle Léa et j'ai 25 ans. Des inconnus disent souvent que je suis jolie. Ils ignorent qu'un joli visage ne calme pas la faim, que l'apparence ne paie pas les comprimés, que la beauté ne règle aucune facture. Personne ne connaît la vie derrière ce regard. Personne ne voit ce que je porte chaque jour. Mes journées sont lourdes, mon histoire aussi. Mon père était dans l'armée, il s'appelait Arnaud. On le disait brave, fort, toujours certain de revenir. Mais quand il est parti en guerre, il n'est plus rentré. Avec lui sont morts bien plus qu'un homme, tout notre soutien aussi. D'un jour à l'autre, il ne restait rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de sécurité, seulement la peur et l'impression d'être soudain seul. À cet instant, j'ai grandi, pas lentement, mais d'un coup. Ma mère vit encore, pourtant elle n'est plus celle qu'elle était. Elle s'appelle Claire. Son corps est fatigué, ses poumons sont faibles. La nuit, la toux lui vole le sommeil. Le jour, l'épuisement sa force. Chaque semaine, elle a besoin de médicaments et chaque semaine, je me demande comment les payer. Tout mon salaire part là-dedans. Quand je pose l'argent à la caisse, j'ai l'impression de donner un morceau de moi. Mais sans ces médicaments, elle manque d'air. Parfois, elle me regarde longtemps, comme si elle voulait parler. Je souris alors et fais semblant que tout va bien. Elle sait que c'est faux. Elle voit que je mange à peine. Elle distingue le mensonge quand je dis être rassasiée. À côté d'elle, 2 petites vies dépendent aussi de moi. Mes sœurs s'appellent Jeanne et Esmée. L'une a 12 ans, l'autre en a 10. Elles rient encore, espèrent encore, croient encore à un matin normal. Je vois leurs chaussures déchirées, leurs vieux sacs, leurs questions muettes. Parfois, elles se tiennent devant moi et demandent doucement si nous aurons un repas chaud. Je hoche la tête en sachant que la casserole restera vide. Chaque jour, j'invente des mots pour protéger leur monde. Je parle de plus tard, de bientôt, d'un jour. Je travaille dans un cinéma. Je contrôle les billets, encaisse l'argent, dis merci avec douceur. De l'extérieur, c'est simple, mais en vérité, chaque jour fait mal. Mes jambes me brûlent, mon dos aussi. Mais je me tais, car perdre ce travail serait tout perdre. À la fin du mois, il ne reste rien. Aucun reste, aucun petit bonheur, aucune place pour moi. Souvent, nous mangeons presque rien. Alors je donne ma part, bois de l'eau et dors ventre vide. Je dis que j'ai mangé au travail. Elle me croit. Elle ne voit pas mes pleurs discrets la nuit. Une nuit, la toux de ma mère ne s'est pas arrêtée. Les médicaments étaient finis, mon argent aussi. J'ai compté les pièces encore et encore, espérant qu'elles deviennent plus nombreuses. Elles ne l'ont pas fait. J'ai pensé à mon oncle. Il avait déjà pris tout ce que papa laissait, terrain, économie, la dernière sécurité. Lui demander de l'aide semblait pire que la faim. Alors j'ai serré la main de maman et promis quelque chose sans savoir si je pouvais tenir. Elle a souri faiblement. Elle connaissait la vérité. Au lieu de questions, elle a prié. Chaque matin, je me réveille avec la peur. Peur des factures, peur de la maladie, peur que mes sœurs ne puissent plus aller à l'école un jour. La pauvreté n'est pas seulement un ventre vide. La pauvreté est honte. La pauvreté est souci constant. La pauvreté est supplier pour du temps. La pauvreté, c'est enterrer des rêves en silence. Pourtant, je me lève chaque jour. Je lutte, même quand je suis fatiguée. Les gens me demandent pourquoi je souris encore. Je souris pour éviter le désespoir de mes sœurs. Je souris car je sais que ma chute les emporterait. Parfois, je reste seule et pense à la vie des autres. Les filles de mon âge planifient mariage, amour et futur. Moi, je planifie les factures. Je planifie les médicaments.
Je planifie le mois prochain. La romance est un luxe que je ne peux pas payer. Mon amour appartient à ma famille. Pourtant, ça fait mal de voir des couples rire quand je passe. Un instant, je me demande comment c'est d'être choisi. Puis, je me rappelle que les hommes riches ne sauvent pas les femmes pauvres. Ils viennent, prennent et partent. Alors, je garde mes distances. Alors, je ne fais confiance à personne. Cette vie est lourde, mais elle est mienne. J'ai décidé de la porter. J'ai décidé d'être forte, même si je ne le suis pas. J'ai posé mes rêves doucement de côté. Je n'ai rien sauf honnêteté, loyauté et un petit reste d'espoir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un verra plus que ma pauvreté. Peut-être qu'un bien viendra. Jusqu'à là, je continue d'avancer. Seule. Voilà mon histoire. La vie faisait toujours mal, comme d'habitude. Les jours se ressemblaient presque tous. J'allais au travail, restais derrière le guichet, souriais machinalement et comptais les heures. Mon corps était fatigué, mais ma tête encore plus lourde. J'étais convaincue que rien ne changerait, que ma vie n'était qu'une répétition sans fin. Se lever, travailler, payer, renoncer, dormir. L'avenir n'était pas une promesse pour moi, seulement un autre combat à venir. Mais un soir, quelque chose brisa ce schéma. Un jeune homme entra dans le cinéma. Il ne se fit pas remarquer par le bruit, ni par des gestes, mais par son calme. Ses vêtements étaient soignés, son attitude maîtrisée, sa présence semblait étrangère ici. Il acheta un billet, mais au lieu d'entrer, il s'assit dehors sur le vieux canapé près de l'entrée. D'abord, je ne lui prêtai pas beaucoup d'attention. Peut-être attendait-il, peut-être avait-il simplement du temps. Le lendemain, il revint, et le jour suivant aussi. Toujours le même billet, toujours la même place, toujours cette présence silencieuse. Avec le temps, je remarquai que son attention était tournée vers moi. Pas d'une façon avide, pas avec des regards qui humilient, mais calme, presque prudente. Cela me rendait nerveuse. Je me demandais ce qu'un homme comme lui cherchait ici. Je connaissais ces histoires. Les hommes riches viennent par ennui, par curiosité, par jeu. Ils ne promettent rien et prennent pourtant tout. Je me disais qu'il n'était pas différent, que je ne devais pas lui donner d'importance. Je l'ignorais, fuyais son regard, travaillais plus vite, me rendais occupée. Mais il ne disparut pas. Des jours passèrent, des semaines passèrent. Il revenait toujours. Il ne regardait aucun film. Il restait simplement assis. Parfois il souriait brièvement quand nos yeux se croisaient par hasard. Ce sourire me rendait à la fois en colère et peureuse. Je ne le comprenais pas. Pourquoi restait-il? Pourquoi perdre du temps ici, juste pour regarder une fille comme moi? Il ne cherchait pas la proximité. Il ne me toucha jamais. Il parlait à peine. Il attendait. Un jour, il vint au guichet et demanda doucement si nous pouvions parler un instant. Sa voix était calme, sans pression, sans arrogance. Je refusai, dis que je n'avais pas le temps et me tournai. Je ne voulais ouvrir aucune porte. Le lendemain, il tenta encore. Cette fois, il demanda seulement un mot, juste l'amitié. Je secouai la tête et dis que je ne parle pas aux inconnus. Il accepta. Pas de colère, pas d'insistance. Il retourna à sa place. Ainsi passèrent 3 mois. 3 mois durant lesquels il vint chaque jour. Chaque jour, il resta. Chaque jour, il espéra sans rien demander. Personne n'était jamais resté ainsi. Personne n'avait montré autant de patience. Mes pensées devinrent agitées. Si c'était un jeu, pourquoi durait-il si longtemps? Pourquoi ne cherchait-il pas une autre femme?
Je me rappelais tous les moments où des riches nous avaient ignorés. Je me disais que lui aussi partirait un jour. Mais il resta. Un soir, quand je fermais le guichet, il se leva et s'approcha. Ses yeux semblaient fatigués, mais honnêtes. Il prononça mon prénom et demanda encore une chance. Juste l'amitié. Rien de plus. Entendre mon prénom le fit battre mon cœur, puis je me rappelai qu'il figurait sur mon badge. Je le regardai longtemps. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'arrogance, mais quelque chose de fragile, peut-être de l'espoir. Je voulais dire non. Je voulais rester forte. Mais ce soir-là, j'étais épuisée. 3 mois de patience avaient fatigué mes défenses. Je respirai profondément et dis « Juste l'amitié, rien de plus ». Il sourit comme si je lui avais offert quelque chose de précieux. Il dit « Oui, juste l'amitié ». Il s'appelait Léon. Ce soir-là, je rentrais chez moi avec un sentiment inquiet. Je me demandais si j'avais fait une erreur. Ma mère me regarda et demanda pourquoi j'avais l'air absente. Je dis que j'étais seulement fatiguée. Je ne racontais rien. Pas sur lui, pas sur Léon. Dès ce moment, quelque chose de nouveau commença. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était pas de la confiance, c'était juste un début prudent. Et pourtant, j'avais peur. Peur parce que des gens comme moi ne doivent pas rêver. Peur parce que nos mondes étaient trop éloignés. Peur parce que mon cœur commençait à sentir quelque chose que je ne pouvais pas payer. Quand j'ai dit oui à l'amitié, je croyais que ça ne signifiait rien. Un mot, rien de plus. Je pensais qu'il disparaîtrait comme tant de choses dans ma vie. Je me disais que mon cœur resterait intact. Mais ce petit oui n'était pas un petit mot. C'était comme une fine fissure dans un mur que j'avais construit pendant des années. Le lendemain, Léon revint au cinéma. Il n'agissait pas différemment, pourtant tout semblait changer. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de lumineux, d'éveillé. Il ne s'approcha pas plus que nécessaire. Il resta à distance, me souhaita une bonne soirée et prononça mon prénom doucement, presque prudemment. Entendre mon nom dans sa bouche me parut étrange. C'était comme s'il entrait dans une partie de mon monde que je cache à tous. Je répondis à peine. J'avais peur que chaque mot soit de trop. Pourtant, même mon silence semblait lui suffire. Il retourna à sa place et attendit que le dernier film finisse. Quand les gens partirent, il leva la main pour dire au revoir, si naturel. C'était comme si nous nous connaissions depuis longtemps. Cette image ne me quitta pas. Les jours suivants, il commença à parler avec prudence. Pas beaucoup, pas de grandes questions, juste de petites choses. Il demandait si j'étais fatiguée, si j'avais mangé, si ma famille allait bien. Au début, je donnais seulement de courtes réponses, gardais mes distances et m'accrochais à ma prudence. Pourtant, je vis qu'un simple oui faisait naître un sourire sur son visage, comme si je lui offrais un trésor. Parfois, il apportait de petites choses. Un chocolat qu'il posait discrètement, un livre qu'il laissait sans un mot. Si je refusais, il le reprenait sans déception. Il n'insistait jamais. Il respectait chaque non. Cela me troubla plus que tout. Dans ma tête, les hommes riches étaient bruyants, exigeants, impatients. Léon était silencieux. Un soir, il me raccompagna un peu jusqu'à l'arrêt, assez loin pour que personne ne parle. Il me demanda si nous étions vraiment amis maintenant. Je dis oui, mais seulement amis. Il sourit comme si cette réponse comptait pour lui plus que tout. À la maison, je remarquai que mes pensées revenaient toujours vers lui. Ma mère vit mon silence et mon sourire lointain. Je dis que ce n'était rien.
mais mon cœur savait que ce n'était pas rien. Je commençais à ne plus le voir seulement comme un inconnu. En même temps, je me rappelais chaque jour qui je suis et où je me tiens. Son monde n'était pas le mien. Sa famille ne m'accepterait jamais. Quand les jours devinrent des semaines, il s'ouvrit davantage. Il parla de son enfance, de grandes pièces, d'une vie sans manque. Il parla de son père Martin et de sa mère Héléna, de prestige et d'attente. J'écoutais et sentais la distance entre nos mondes. Puis, il dit quelque chose qui resta profondément en moi. Il dit qu'il avait tout ce que l'argent peut acheter, mais pas la paix. Il ajouta qu'il ne sent cette paix que quand il me voit. Ces mots me touchèrent à un endroit que personne n'avait touché avant. Beaucoup avaient vu mon visage, mais personne n'avait cherché mon intérieur. Pourtant, je ne montrais rien. Je cachais mes sentiments, par peur, par raison, pour me protéger. Un soir, il me demanda pourquoi je pense qu'il est resté si longtemps. Il dit que depuis le premier jour, il ne peut pas m'oublier. Mon regard l'accompagne même quand il ferme les yeux. Sa voix tremblait, et pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. À cet instant, quelque chose se brisa en moi. Pendant des mois, je l'avais tenu à distance et comparé à d'autres, lui prêtant de mauvaises intentions. Cette nuit-là, je priais, demandant guidance, protection et clarté. Je ne savais pas si ce qui grandissait était une bénédiction ou un danger. Quelques jours plus tard, il demanda si nous pouvions boire un thé ensemble. Il voulait un lieu loin du cinéma et des regards. Nous nous sommes rencontrés dans une petite boutique au bord de la ville. Il m'attendait déjà. Quand j'entrai, il se leva comme si j'étais précieuse. Nous avons parlé longtemps. Je lui racontai ma famille, ma responsabilité et des morceaux de mon combat. Pas tout, mais assez pour faire sentir la vérité. Il écouta sans m'interrompre, sans pitié, sans jugement. Dès ce jour, quelque chose changea entre nous. Il commença à aider doucement. Des repas apparaissaient devant notre porte et des factures étaient soudain payées. Les médicaments de ma mère ne manquaient plus jamais. Au début, j'étais en colère. Je compris que son aide venait de l'inquiétude, pas de l'orgueil. Sans le remarquer, je commençai à l'aimer. En silence, en secret, sans mots. Je ne le lui dis jamais, mais mon cœur réagissait chaque fois qu'il était là. Je pensais à lui, je priais pour lui, je le portais en moi. En même temps, je me rappelais toujours que je suis pauvre et que les rêves peuvent être dangereux. Mais peu importe combien je tentais de me protéger, mon cœur avançait encore vers lui. L'amour était entré doucement dans ma vie, sans ma permission, et je ne pouvais plus l'arrêter. Léon faisait maintenant partie de mes journées. Il n'était plus seulement l'homme qui venait souvent au cinéma. Il était une voix dans ma tête, une pensée qui revenait chaque soir de solitude. Je ne lui avouais jamais mes sentiments. Pourtant, je savais qu'il les sentait. Sa patience, son attention et sa douceur ont touché quelque chose en moi. Pourtant, je gardais une part de moi fermée. La vérité de ma vie. Je ne lui avais jamais parlé de la mort de mon père. Jamais de la faim qui revient chaque jour. Jamais des nuits où maman ne pouvait presque pas parler, tant la douleur était forte. Ni des jours où je donnais ma portion à mes sœurs et restais vide. Devant lui, je portais mon sourire comme un bouclier. Je jouais la forte parce que j'avais peur. Peur qu'il parte s'il savait tout. Peur que ma pauvreté l'emporte sur ses sentiments. Mais Léon ne laisse pas les choses muettes longtemps. Un soir, il me regarda longtemps et dit qu'il voulait vraiment me connaître.
pas seulement ce que je montre, mais aussi ce que je cache. Il voulait entendre ma douleur, non par curiosité, mais pour être près de moi. Ces mots m'ont frappé profondément. Mon histoire était comme une pièce fermée. Personne n'avait jamais demandé à y entrer. Des larmes sont montées dans mes yeux. Je détournai le regard, mais il murmura que je n'avais pas à me cacher. Il disait pouvoir porter ma vérité. Cette nuit-là, j'ai commencé à parler, d'abord lentement, puis plus librement. Je lui parlais de mon père et de sa fierté. Je racontais le jour où l'annonce de sa mort a tout brisé. Je parlais de la trahison de mon oncle qui prit notre terre et nos économies. Il nous laissa sans rien. Je décrivis la maladie de maman et les choix entre nourriture et médicaments. Je parlais des jours où l'argent manquait. Je parlais aussi de mes sœurs, de leurs chaussures trouées et de leurs regards silencieux. Je racontais les mensonges du soir pour qu'elles dorment tranquilles. Je décrivis la honte de demander du délai devant les boutiques. J'évoquais les nuits où je pleurais en silence, les forces épuisées. Quand j'eus fini, je ne pus pas le regarder. J'attendais de la pitié ou du silence ou de la distance. Mais quand je levai les yeux, je vis des larmes sur son visage. Il pleurait. Pas doucement par politesse, mais ouvertement. Il prononça mon prénom et demanda comment je portais tout cela sans jamais demander d'aide. Il dit que beaucoup de gens viennent à lui pour son argent, pour des cadeaux, pour la sécurité. Et moi, je n'avais jamais rien demandé. Pas une pièce, aucune promesse. J'avais porté ma douleur seule. C'est exactement la raison pour laquelle il m'aime. C'est exactement pourquoi il ne peut pas me quitter. Ces mots libérèrent quelque chose en moi. Je me mis à pleurer sans honte et lui dis qu'il ne connaît pas la réalité, que sa famille ne m'acceptera jamais, que je suis pauvre et, à leurs yeux, sans valeur, qu'il le forcerait à choisir, et que je ne veux pas être la raison de sa perte familiale. Il prit mes mains et me regarda intensément. Sa voix était calme, mais décidée. Il dit qu'il se moque de ce que les gens pensent de l'argent. Il se moque de ce que la société attend. Pour lui, je suis la seule qui compte. Il dit que je suis devenue sa famille. Et si d'autres me rejettent, il restera quand même avec moi. Il jura qu'il m'épouserait, quoi qu'il arrive, qu'il resterait à mes côtés, toujours. Ces paroles me touchèrent donc plus profondément que tout avant. Jamais personne ne m'avait promis une telle fidélité. Un instant, j'ai senti que ma vie pouvait peut-être suivre un autre chemin, comme si Dieu ne m'avait pas oubliée. Pourtant, la peur restait. Je lui dis que sa famille ne permettrait jamais cela. Il sourit calmement et dit que son cœur a déjà choisi et qu'un jour, le monde le saura. Cette nuit-là, je restai longtemps éveillée. Ces mots tournaient dans ma tête. Je me demandais si une telle chose pouvait vraiment exister. Que quelqu'un m'aime, non pour mon apparence, non pour l'argent, mais pour ce que je porte en moi. Mes larmes trempèrent l'oreiller. Mais pour la première fois depuis très longtemps, ce n'étaient pas seulement des larmes d'épuisement, c'était aussi des larmes d'espérance. Après que Léon m'a promis de ne jamais partir, un calme bref est entré dans ma poitrine. Pour la première fois, je croyais non seulement en moi, mais aussi en quelqu'un qui voulait rester. Ces paroles ne sonnaient pas vides, elles avaient du poids. Pourtant, la peur ne disparut pas. Elle restait profonde en moi. Je lui répétais que sa famille ne nous accepterait jamais. Il m'écoutait calmement, souriait et disait chaque fois de ne pas m'inquiéter, qu'il arrangerait tout.
Un soir, il me regarda sérieusement et annonça qu'il parlerait de moi à ses parents le lendemain. Il dit qu'il ne pouvait plus me cacher, que ses parents devaient en connaître la femme qu'il aimait. À ce moment, tout se serra en moi. La panique me submergea. Je le suppliai de ne pas le faire. Je lui dis qu'il me mépriserait, m'humilierait, me verrait comme une erreur. Je ne voulais pas qu'il commence ce combat, mais il secoua la tête. Il dit que me cacher signifierait avoir honte, et il n'avait pas honte. Il ajouta qu'il était fier de moi. Il voulait que ses parents sachent qu'il souhaite m'épouser. Cette nuit-là, je dormis à peine. Mes pensées tournaient autour de personnes jamais rencontrées qui pouvaient pourtant contrôler ma vie. Ils étaient riches, respectés, sûrs d'eux. À leurs yeux, je serais seulement une fille du mauvais monde. Le lendemain, Léon se retrouva face à ses parents. Sa mère, Hélène, fut d'abord aimable. Elle sourit et demanda curieusement qui était cette fille. Elle voulut savoir de quelle famille je venais et quel nom je portais. Elle attendait quelque chose de brillant. Léon répondit calmement, donna mon prénom, mon âge et déclara qu'il m'aimait. Hélène voulut en savoir plus. Elle questionna sur mon père, mes études, mes origines. Léon lui dit la vérité, que mon père était soldat et mort à la guerre, que je vivais avec une mère malade et 2 sœurs plus jeunes, que je travaillais dans un cinéma pour nourrir ma famille, que j'étais pauvre mais honnête. À ce moment-là, son sourire disparut. « Pauvre !» dit-elle, comme si c'était une tare. Elle lui demanda s'il avait perdu la raison. Son père Martin parla ensuite d'une voix froide. Il rappela à Léon qui ils étaient, le nom qu'ils portaient, leur rang dans la société. Il lui demanda s'il voulait tout jeter pour une fille sans bien ni origine. Léon resta calme. Il dit que je n'ai peut-être pas d'argent, mais que j'ai de la dignité, que je n'ai jamais rien demandé, que je ne l'ai jamais utilisé, que je ne suis pas avec lui par calcul. Hélène se mit en colère. Elle déclara que je l'avais manipulée, que les filles comme moi ne cherchent qu'à monter, qu'elle n'autoriserait jamais ce mariage. Je n'étais pas là, mais quand Léon me raconta tout, j'eus l'impression qu'on me retirait l'air. Je pleurais pendant qu'il parlait. Je lui dis que c'était précisément ma peur, qu'ils ne m'accepteraient jamais, qu'il devait les écouter, qu'ils étaient ses parents. Mais Léon serra mes mains et dit qu'il se moquait que le monde entier soit contre lui. Il dit qu'il ne pouvait pas me quitter. Je le suppliai d'arrêter. Je lui dis qu'il était leur fils unique, qu'il lui avait tout donné, que je ne voulais pas être la raison de sa perte. Je lui dis de m'oublier et d'épouser une femme de son monde. Il m'interrompit. Il dit que, s'il épousait une autre, il mourrait à l'intérieur, que son cœur m'appartient, qu'il n'a besoin ni de richesse, ni de statut, ni d'applaudissements, juste de moi. Le conflit chez ses parents s'aggrava. Les jours passèrent, pleins de cris et de menaces. Chaque fois que mon nom était prononcé, l'atmosphère devenait plus toxique. Hélène disait qu'il détruisait l'honneur de la famille. Martin le menaça de déshéritage. Pourtant, Léon ne recula pas. Chaque soir, ils venaient me voir et racontaient leur colère. Je pleurais et le suppliais d'abandonner. Mais il dit que j'avais souffert toute ma vie sans céder et que maintenant, c'était son tour. Sa famille tenta tout. Ils lui offrirent argent, biens et sécurité. Ils disaient qu'il perdrait tout s'il me choisissait. Léon les regarda dans les yeux et dit qu'il pouvait tout lui prendre. Il n'en avait pas besoin. Quand il me raconta cela, quelque chose se brisa en moi.
Jamais je n'avais vu quelqu'un me placer au-dessus de tout. Je lui dis qu'il était trop bien pour moi et que je ne le méritais pas. Il releva mon visage et dit que je ne devais plus jamais dire cela, que je suis la raison pour laquelle sa vie a un sens. À cet instant, je compris que son combat ne concernait pas seulement moi. Il s'agissait de ce qu'est vraiment l'amour, pas la possession, pas le pouvoir, mais le choix de placer un cœur au-dessus de tout. Le conflit chez les parents de Léon grandissait chaque jour. Les voix devenaient plus froides, les mots plus durs. Là où avant il y avait de la fierté, il y avait maintenant des menaces. Là où il y avait famille, il y avait pression. Sa mère perdit toute patience, son père toute chaleur. Il ne parlait plus par inquiétude, mais par pouvoir. Léon me raconta tout. Chaque discussion, chaque avertissement, chaque limite qu'il posait. À chaque phrase, mon cœur se serrait davantage. Un soir, il semblait épuisé quand il me dit qu'il lui avait expliqué ce qui l'attendait. S'il m'épousait, il perdrait tout. Pas d'argent, pas d'héritage, pas de nom, pas de maison. Je le regardais et sentis quelque chose se briser en moi. Je lui dis d'écouter ses parents, que je ne valais pas un tel sacrifice, qu'il ne devait pas perdre sa famille pour moi. Il secoua la tête comme si j'avais dit l'impossible. Il dit que je vaux plus que n'importe quel bien, que la richesse sans amour est vide, qu'un nom ne sert à rien si l'on se perd soi-même. Il peut vivre sans confort, mais pas sans moi. Mes larmes ne s'arrêtaient pas. Je le suppliai une dernière fois de revenir en arrière. Je lui dis qu'un jour il regretterait ce qu'il abandonne. Mais sa voix devint calme et ferme. Il dit qu'il savait exactement ce qu'il choisissait, qu'il ne me haïrait jamais, mais se haïrait de me quitter. Il dit qu'il partirait, qu'il laisserait tout derrière lui et qu'il recommencerait avec moi. Ces mots ne semblaient pas réels. Ils ressemblaient à quelque chose qui n'arrive que dans les contes. Pourtant, il se tenait devant moi, me tenait les mains et ses yeux étaient pleins de détermination. Le lendemain, il affronta encore ses parents. Sa mère ne pleura pas de chagrin, mais de colère. Elle dit qu'il détruisait tout ce que la famille avait représenté. Son père, Martin, ne dit qu'une phrase. « Si tu pars, ne reviens jamais. » Léon n'éleva pas la voix. Il ne supplia pas. Il expliqua seulement que sa décision était prise, qu'il m'aimait, que j'étais sa vie, et qu'il partirait s'il ne pouvait pas m'accepter. Cette nuit-là, il quitta la maison sans bien, sans argent, sans sécurité, seulement avec ce qu'il ressentait. Il vint directement chez moi. Quand j'ouvris la porte et le vis là, je sus que ma vie changeait pour toujours. Il dit doucement qu'il avait tout laissé derrière lui, qu'il ne voulait plus de ce monde, qu'il ne voulait que moi. Puis il me demanda si je voulais devenir sa femme. Mes larmes coulaient sans fin. Les mots ne suffisaient pas. Je l'enlaçais et laissais partir toute la peur que j'avais portée si longtemps. Il m'avait choisi pour nous. Nous nous sommes mariés le lendemain sans invité, sans musique, sans éclat, juste une promesse entre deux personnes. Il me regarda et dit que ma famille était maintenant la sienne, que ma douleur était désormais la sienne aussi, que nos vies étaient devenues une. Léon commença à travailler dans une petite boutique. Il ne connaissait pas ce monde, mais il l'accepta sans plainte. Quand il rapporta son premier salaire, il le posa dans mes mains. Il dit que c'était le début de notre chemin ensemble. Je le serrai fort et le remerciai doucement, pas pour le sacrifice, mais pour avoir prouvé que le vrai amour existe.
Pendant quelques jours après notre mariage, la vie sembla presque immobile. Pas facile, mais calme. Nous avions peu d'argent, mais nous nous avions l'un l'autre. Léon travaillait dans la petite boutique, moi je restais au guichet du cinéma. Nous partagions du pain, du thé et de courts rires. Pour la première fois depuis longtemps, je m'endormis sans peur. Pour la première fois, je crus que la sécurité n'était pas qu'un mot pour les autres. Mais la paix dure rarement longtemps chez les pauvres. La famille de Léon n'acceptait pas son choix. Pour eux, ce n'était pas une histoire d'amour, mais une humiliation. Leur fils unique avait quitté la maison et épousé une femme sans bien. Leur fierté blessée se changea en haine. Un matin, on frappa violemment à notre porte. Des policiers demandèrent après moi. Ils dirent qu'il existait une plainte. On m'accusait d'avoir manipulé Léon. On disait que je l'avais forcé à se marier pour son nom et son argent. Ma mère Claire comprenait à peine. Jeanne et Esmée se mirent à pleurer. La peur pesa sur ma poitrine. Les agents posaient déjà des questions froides. Ils n'écoutaient pas. Ils emmenèrent ma mère et mes sœurs au commissariat. Peu importait que maman soit malade. Peu importait que mes sœurs soient enfants. On nous criait dessus, on nous accusait comme si nous avions volé. Ma mère tremblait, mes sœurs s'accrochaient à moi. Je voulais crier, mais je restais muette, sachant qu'un mot de trop pouvait tout briser. Quand Léon apprit la nouvelle, il courut au poste. Il se plaça entre nous et les policiers. Sa voix était forte et claire. Il ordonna qu'on nous laisse en paix. Il dit que j'étais son épouse, qu'il m'avait épousée librement, que je ne lui avais jamais demandé d'argent, que personne ne l'avait forcé. Il affirma que, s'il fallait blâmer quelqu'un, ce serait lui. Les policiers lui demandèrent encore s'il avait choisi ce mariage. Léon répondit sans hésiter « Oui ». Il dit qu'il avait abandonné famille, richesse et nom parce qu'il le voulait, parce qu'il m'aimait. Ses parents étaient là aussi. Hélène pleurait de colère. Martin lançait des regards glacés. Il disait qu'il était aveuglé, que je le contrôlais. Mais Léon ne recula pas. Il répétait que j'étais sa femme, que c'était sa vie. En le voyant se dresser ainsi, les larmes coulèrent sans fin sur mon visage. Je compris alors que son amour n'était pas un rêve vide. C'était un combat. Il s'opposait à sa famille, à leur nom, au pouvoir, juste pour me protéger. La police n'avait plus de raison. Ils libérèrent ma mère et mes sœurs. Léon nous ramena à la maison. Cette nuit-là, nous restâmes serrés les uns contre les autres. Ma mère prit sa main et murmura « Aujourd'hui, tu as prouvé que tu es mon fils autant que mon gendre. » Léon baissa les yeux et dit qu'il veillerait sur nous comme sur sa propre famille, car nous étions à présent sa famille. Je sus alors que la peur existait encore, mais que je n'étais plus seule. Et cela changea tout. Après le jour au commissariat, la honte pesa comme une ombre sur la famille de Léon. Ils avaient franchi chaque limite, mais Léon s'était dressé devant moi comme un bouclier. Il s'était opposé à eux, à la société et même à la loi. Personne n'avait pu me toucher. Sa détermination me donna de la force. Au fond de moi, je savais que leur colère ne partirait pas vite. Ils croyaient toujours qu'il reviendrait. Il se disait que son amour n'était qu'une fièvre brève. Une semaine sans luxe, sans argent, sans la grande maison le briserait. Ils attendaient qu'il rentre plein de regrets. Mais il ne revint pas. Chaque jour, Léon travaillait dans la petite boutique et portait de lourdes caisses. Il restait debout des heures, gagnait peu et me rapportait sa paie avec fierté.
Il disait que c'était notre argent, gagné honnêtement, né de ses propres mains. Sa satisfaction était réelle, et sa famille pouvait le voir. Leur certitude commença à trembler. Alors ils utilisèrent un dernier moyen. Ils prononcèrent mon nom en public. Ils racontèrent aux gens que j'avais manipulé leur fils. Ils disaient que j'avais sali l'honneur de leur famille. Ces mots blessèrent, mais Léon ne me laissa jamais seul. Il se plaça toujours devant moi et disait que, s'il y avait un responsable, c'était lui. Il avait fait son choix, personne ne l'avait forcé. Peu à peu, l'ambiance changea. Les gens virent son sacrifice et sa fermeté. Ils virent qu'il avait tout quitté et riaient pourtant avec moi. Les voix devinrent plus douces. Certains commencèrent à dire que cet amour devait être vrai, car aucun homme ne perdrait autant et resterait. Le combat de ses parents devint fatigué. L'orgueil ne dure pas toujours. La colère d'Hélène se changea en lassitude. Le silence de Martin s'allongea chaque jour. Police, menaces et rumeurs n'avaient rien obtenu. Léon était resté immobile. Son amour était solide comme la pierre. Un soir, Martin l'appela. Sa voix était froide, mais plus vraiment dure. Il dit « Si tu es heureux, reste où tu es. Nous ne pouvons plus continuer ce combat. Nous ne détruirons plus votre mariage. » Quand Léon me raconta cela, les larmes me coulèrent sur le visage. Je chuchotai « Alors c'est fini. » Il acquiesça et dit « Ils sont fatigués. Ils savent que nous n'abandonnerons pas. » Cette nuit-là, je serrai ses mains et repensai à tout le chemin. Je revis le premier jour au cinéma, mon silence et sa patience. Je pensai à ma peur, à la vérité de ma pauvreté et à la police. Je pensai aussi à toutes les larmes. Mon cœur était plein. J'avais cru que ma vie n'était que douleur. Mais maintenant, je savais que l'amour peut changer le destin. Ma mère Claire regarda Léon et l'appela « fils ». Elle dit qu'il avait prouvé que le vrai amour ne dépend pas de l'argent, mais de la fidélité. Jeanne et Esmé rirent, l'embrassèrent et le tinrent fort. Notre petite maison fut soudain remplie de lumière. Je regardai Léon et dis doucement « Tu m'as donné plus que l'amour. Tu m'as donné la dignité. Tu m'as montré qu'une fille pauvre a aussi une place dans ce monde. » Il me regarda et dit que je lui avais offert la paix et le sens. Il ajouta que ce calme, il ne l'avait jamais connu. Notre histoire fut lourde et pleine de combats, mais à la fin, c'est l'amour qui resta. Sa famille dut nous accepter, le monde dut nous respecter, et je dus apprendre à croire qu'une lumière peut naître même dans la nuit la plus sombre. J'étais pauvre en biens, mais riche en loyauté. Léon était riche en argent, mais pauvre en paix. Ensemble, nous avons trouvé ce qui nous manquait. Ensemble, nous avons montré que l'amour est plus fort que la richesse. Il est plus fort que l'orgueil et plus fort que tout.